Alors, je me suis demandé pourquoi on nous avait demandé de venir ici parler des femmes. Alors c'est vrai que nous avons écrit avec Valérie un livre qui s'appelle Les femmes qui ont réveillé la France, mais je me demandais si les femmes avaient réveillé les lions. Et en cherchant dans les notes, c'est pas très brillant. Alors je sais bien que l'actuelle présidente Hello est une femme. Mais il a fallu attendre 1987 pour que les femmes existent dans les lions. Il a fallu attendre une condamnation de la justice américaine. Alors je me suis demandé si les lions français n'avaient pas dans leur mémoire une proposition de loi que j'ai retrouvée, mais que vous deviez connaître, et qui porte comme titre « Proposition de loi en vue de défendre aux femmes d'apprendre à lire ». Et voilà ce que dit le considérant premier, considérant qu'apprendre à lire aux femmes est un hors-d'œuvre, nuisible à leur éducation naturelle. C'est un luxe, dit ce parlementaire, dont l'effet fut presque toujours l'altération et la ruine des mœurs. Et il ajoute, ce parlementaire, que la nature elle-même, en pourvoyant les femmes d'une prodigieuse aptitude à parler, semble avoir voulu leur épargner et nous épargner le soin d'apprendre à lire et à écrire. Et c'est vrai que c'est paradoxal, puisque la France, notre pays, le symbole de la République française, c'est une femme, c'est Marianne. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Nous sommes au lendemain de la Révolution française, les parlementaires se disent il faut donner à la France un symbole. Alors il y a quelques députés, je ne sais pas s'ils sont à droite ou à gauche, je m'en fous maintenant, je ne fais plus de politique, qui décident de donner à la France l'image du coq gaulois. Quelques députés disent c'est pas sérieux, on va quand même pas donner à la France l'image d'un animal de basse-cour. Alors comme il n'y a que des députés hommes, ils disent ben, très bien, on va donner à la France l'image d'un homme. C'est la vérité, c'est la force. Et quelques députés disent non, vous n'avez rien compris. Donnons à la France l'image d'une femme, puisque c'est la fécondité et c'est l'avenir. Très bien, on décide de donner à la France l'image d'une femme, mais comment appeler cette femme? La France politique de la Révolution, l'après-Révolution, est très laïque, elle ne veut pas entendre parler d'une église catholique qui serait l'État. Elle va nous amener progressivement aux lois de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. Elle ne veut pas entendre parler d'un prénom chrétien. Mais le peuple de France a été pénétré des valeurs chrétiennes et les deux prénoms les plus utilisés dans la chrétienté, c'est Marie et c'est Anne. Et c'est pour ça que Marie-Anne devient Marianne du symbole de la République. Alors les républicains se sont dit, mais les chrétiens, ils ont quelque chose de très intelligent, il faut rappeler leur foi à leurs fidèles, le chemin de croix du Christ, la prière à la Sainte Vierge. Alors ils ont écrit la prière à la République. Salut, Marianne, pleine de force. Le peuple est avec toi. Le fruit de tes entrailles, la République, est béni. Sainte Marianne, mère du droit, aie pitié de nous, délivre-nous. Vierge de la liberté, délivre-nous des rois et des papes. Vierge de l'égalité, délivre-nous des aristocrates. Vierge de la fraternité, délivre-nous des soldats. Vierge de la justice, délivre-nous des juges. Vive la République démocratique et sociale universelle. Ainsi soit-il.
Monsieur le maire, vous pourriez commencer chaque réunion du conseil municipal par une telle prière. Et partant de cette idée, nous sommes allés rechercher avec Valérie les premières femmes. Alors nous avons découvert, je vous passerai sous silence, la première femme qui a passé le bachot. Il a fallu qu'elle ait attendre 30 ans. Et le jour où elle a réussi les épreuves, vous savez que l'ustensile le plus important pour l'administration française quand il y a un problème, c'est le parapluie. Et alors voilà, à l'université d'Aix-Marseille, cette jeune Julie Victoire d'Aubier, fille d'un gardien d'immeuble, a réussi les épreuves. Alors le recteur se tourne vers le ministre, Monsieur Roland, ministre de l'Instruction publique, pour savoir qu'est-ce que l'on fait, Monsieur le ministre. Dites-nous, vous qui êtes ministre. Et le ministre, pour plaire à son administration, fait une déclaration disant ceci: tant que je serai ministre, et pour ne pas déshonorer mon administration, jamais une femme ne sera bachelière. Et toute l'administration applaudit, même vous, monsieur. Mais il a fallu beaucoup de persévérance. Et c'est ainsi qu'une première femme a été bachelière, et puis une première femme a été médecin. À 15 ans et demi, Madeleine, qui vient de province, Nîmes, monte à Paris, elle est mariée, elle a des enfants, et à ce moment-là, elle se dit, mais ma vie, ce n'est pas cela. Et elle se rappelle quand elle était petite, avoir accompagné son père à l'hôpital de Nîmes, et elle se dit, voilà, je veux devenir médecin. Julie Victoire d'Aubier a ouvert la voie, nous sommes en 1861. Et à ce moment-là, elle se présente à l'université et dit, voilà, je veux m'inscrire parce que je veux devenir médecin. Et on lui dit, mademoiselle, vous êtes gentille, c'est sympathique, mais est-ce que vous avez votre bac? Elle dit non, donc elle va être obligée de passer non seulement le bac des sciences, mais le bac des lettres. Et à ce moment-là, elle va se représenter devant le doyen de la faculté et elle va lui dire, ben voilà, maintenant, rien n'empêche que je puisse m'inscrire. Mais ce n'est pas suffisant. Jean-Louis vous a parlé du parapluie, donc premier parapluie qui est ouvert, et on en réfère au recteur. Le recteur dit, je ne peux pas prendre cette responsabilité. Alors à ce moment-là, c'est le ministre de l'Instruction publique qui revient et qui dit, écoutez, tout cela est trop sérieux, il faut en parler au Conseil des ministres. Alors on en parle au Conseil des ministres. Et je vais demander à Jean-Louis de nous lire un petit peu pour que vous voyez l'état d'esprit qui règne dans ce Conseil des ministres. Et vous allez voir que c'est pas facile. Oui. Au moment où le Conseil des ministres va se réunir, les internes des hôpitaux de France sont inquiets, préoccupés. Est-ce qu'une femme va devenir médecin? C'est un drame pour la médecine française. Alors ils font, sous la signature du président des internes de France, publier un article dans le journal. Nous sommes en 1884. Un bon interne, un bon médecin doit être en possession de soi-même. Un bon médecin, un bon interne doit savoir prendre des initiatives, faire preuve de sang-froid, avoir du jugement. Or, se demandent les internes, ces qualités sont-elles au même degré l'apanage de la femme que de l'homme? La réponse est naturellement négative. Vous comprenez? Une femme, si elle intègre l'hôpital, que va-t-il se passer? L'hôpital va être transformé en arche de Noé? Non, je vous le dis, les femmes ne peuvent pas, par la nature même, accomplir les fonctions de médecin. Alors oui, infirmière, dit l'article, oui, salle de garde, mais médecin, non, jamais. Il va falloir l'intervention de l'impératrice Eugénie pour qu'enfin, simplement, Madeleine, Bresse, puisse s'inscrire. Mais ce n'est pas fini parce que ce moment-là, nous sommes à une époque où le mari décide pour sa femme. Et à ce moment-là, il va falloir passer devant le monsieur le maire
du 5e arrondissement pour que on puisse enregistrer l'acceptation du mari pour que Madeleine puisse s'inscrire. Et je passe tout le combat qui va lui être mené, et elle ne va pas pouvoir aller au bout de l'externat et de l'internat, mais elle va devenir la première femme docteur en médecine et une grande pédiatre. Voilà. Alors, la première femme médecin, elle s'est battue. Première femme avocate. Première femme avocate, il y a une jeune femme qui a tous les diplômes, elle se présente dans le prétoire de la 2e chambre de la Cour d'appel de Paris pour prêter serment. Au moment où elle rentre, tous les avocats hommes s'en vont, les magistrats s'en vont, reste seul l'avocat général et qui lui dit « Madame Chauvin, c'est son nom, vous ne pouvez pas devenir avocat. » Mais pourquoi, monsieur l'avocat général? Parce que jamais vous gagnez votre procès. On dira que c'est par vos charmes et non par un raisonnement juridique, puisque les femmes ne peuvent pas avoir de raisonnement juridique. Et voilà ce que dit le premier secrétaire, ou 2e secrétaire de la conférence des avocats de Paris, quand une femme, Jeanne Chauvin, veut devenir avocate. La profession d'avocat, comme la carrière politique, demande une vie extérieure, une domination du public, un côtoiement de la foule qui doivent être interdits à la femme. Le grec cachait sa femme dans le gynécée, le romain l'avait cachée sous la garde du dieu l'art, le musulman l'enferme dans son harem. Notre société l'abrite sous le toit protecteur du foyer. Il y a là, messieurs, à tous les âges et dans toutes les civilisations, une idée qui est restée la même. La moralité d'un peuple risque de se perdre quand la vie publique des femmes commence. Le tempérament émotionnel et par là même passionné de la femme, de même que sa nature, essentiellement analytique. À la Chambre des députés. Alors là, c'est fantastique. Mon cœur d'ancien parlementaire s'ouvre. Je n'ai jamais vu autant de lyrisme. Voici un homme que vous ne connaissez pas, monsieur Massobo, député de l'Aveyron, il y a probablement des lions de l'Aveyron, qui monte à la tribune. Mes chers collègues, vous voulez permettre à une femme de devenir avocat? Vous voulez permettre à une femme de travailler? Mais vous voulez parler d'égalité? Mais en vertu de quel principe il y a égalité entre la femme et l'homme? Et il va avoir un raisonnement fantastique, ce député. Mes chers collègues, nous sommes dans la Chambre des députés. Si jamais vous permettez à une femme de travailler, c'est la fin du libéralisme. C'est le triomphe du marxisme. Même Marx n'y avait pas pensé. Alors les députés se regardent. Et il continue, ce monsieur Massobo, député de l'Aveyron. Vous comprenez? Si une femme travaille, plus d'enfants, plus d'héritage, et l'État rafle tout. C'est fou ce qu'on dit comme connerie, même à l'Assemblée. Mais nous n'avons pas fini. Car un autre personnage que vous ne connaissez pas, moi non plus je ne connaissais pas avant d'aller le découvrir dans le journal officiel, le comte Perrier de Larsan, député de la Gironde. Alors là, il y a un prix de l'humour politique qu'on devrait lui donner. Plutôt catégorie grotesque. Alors voilà, ce monsieur qui monte à la tribune, il est à la tribune de l'Assemblée, vous le voyez, il est là, sur le perchoir. Tout le monde l'écoute, ou ceux qui sont là. Mes chers collègues parlementaires, je vous le dis, quand on invertit les rôles, quand la femme veut faire l'homme, elle s'en acquitte aussi mal que quand l'homme veut faire la femme. Alors comme c'est pas très clair, il précise, mes chers collègues députés, quel que soit le banc sur lequel vous siégez, je vous le dis,
Vous aurez à être beau des niveleurs de sexe. Je vous le dis fort de mon expérience, on ne nivelle jamais un sexe. Remarquable. Finalement, la loi est votée. Et heureusement, ça arrive au Sénat. Là, moi qui n'ai été que à l'Assemblée nationale, le Sénat, je m'en fous un peu. Mais c'est pas mal non plus. Car voilà un autre sénateur, le sénateur de l'Ariège, qui monte à la tribune. Mes chers collègues sénateurs, le métier politique est un métier très difficile, qui prend beaucoup de temps, qui demande beaucoup d'énergie. On doit être à la disposition de ses concitoyens de manière permanente. Il faut qu'on nous débarrasse de toutes les tâches matérielles. Alors, je vous pose une question essentielle, mes chers collègues sénateurs, et ce que je dis, vous le trouverez au journal officiel. Est-ce que vous vous êtes rendu compte quel sera votre état d'esprit quand vous rentrerez à la maison et que le poulet sera trop cuit? Mais vous riez, mais c'est la vérité, c'est dans le journal officiel. Et alors, nous n'avons pas tout entendu. Parce que j'ai laissé pour Valérie la dernière citation de ce député. Allons-y. Par charité chrétienne, je ne donnerai pas son nom. Il a encore des héritiers. Non, la femme n'est pas égale à l'homme, non. Il n'y a égalité ni morale ni physique entre ces deux êtres. Peut-on dire que le noir soit égal au blanc? Bien entendu, je ne suis pas de ceux qui pensent que la femme est un être inférieur, que la nature a fait pour l'esclavage ou le servage. Ces deux êtres ont chacun un rôle spécial et distinct. À l'homme, l'action extérieure. À lui, les luttes de la vie et de la tribune. À lui, le côté actif et brillant et peut-être un peu superficiel. À la femme, l'action lente, douce et persévérante du foyer. À elle d'être le conseiller avant la bataille, la consolatrice après la défaite, la récompense après la victoire. Mesdames, vous étiez la récompense. Quel beau rôle. Heureusement, le combat a continué, et grâce à un certain nombre de femmes, Julie Victoire d'Aubier, première femme qui a eu le bachot, Madeleine Bresse, première femme qui a été médecin, Jeanne Chauvin, première femme avocate, et bien d'autres dont nous avons retrouvé la trace, eh bien, on a progressé sur la voie de l'égalité. Ce qui est tout à fait remarquable, c'est que quand vous lisez un livre sur l'histoire de la médecine, vous n'aurez pas un mot sur ces femmes. Quand vous lirez un livre sur les barreaux de France, pas un mot sur ces femmes qui se sont battues, sur cette première femme qui a été aux assises à Toulouse, et la dépêche de Toulouse fait la chronique du bâtonnier, et qui dit quand Marguerite Dillon rentre dans le prétoire de la cour d'appel, de la cour d'assises de Toulouse, la robe lui va bien. Elle porte bien la toque. Le rabat est bien placé. Son parfum est exquis. Mais je ne change pas ma conviction. Les femmes doivent rester à la cuisine. C'est la chronique du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Toulouse, lorsque Marguerite Dillon est la première femme qui va devenir avocate d'assises. Quand, par hasard, les avocats du Sable d'Olonne ont élu pour la première fois en France une femme, le journaliste de Ouest France va voir le doyen, dit « Monsieur le doyen, vous avez élu une femme bâtonnier ?» Et le doyen, un peu ennuyé, dit « Oui,
parce que son mari avait eu une très belle conduite pendant la guerre. Voilà l'histoire de ces femmes. Heureusement aujourd'hui, tout va mieux. Heureusement aujourd'hui, dans les Lyons, 19,5% de femmes. Mais il n'y a jamais eu encore de président du Conseil des gouverneurs femme. À bientôt.